Donc, un grand merci à vous et j'espère que ce sera un grand succès pour nos nouveaux élus. Voilà. Allez, à très vite. Merci. Alors, on attaque avec Éric Landau qui va vous parler du fonctionnement du conseil municipal. Maître, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également à Nathalie Dautresse de Mairie 2000 et bonjour à toutes et à tous. Alors, on a un nouveau mandat qui commence. C'est toujours un moment un petit peu difficile. Certains d'entre vous étiez déjà élus vous êtes déjà un peu dans le bain. Pour d'autres, il s'agit d'un début de mandat avec une élection soit au 15 mars, soit il y a quelques jours. Et c'est toujours, on est tous passés par là, hein, c'est toujours une immersion dans des logos, des vocabulaires, des règles qui sont un peu difficiles au début à absorber. Et comme dans tout nouveau monde, que ce soit institutionnel, professionnel ou autre, évidemment, des concepts, des logos, des termes, des acronymes qui font qu'en fait, on se noie un peu. Allez, ça vient vite, rassurez-vous. Et aujourd'hui, on ne va pas échapper à certains des pièges. On va essayer de les éviter, les pièges, mais on ne va pas échapper à tous les pièges là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des difficultés propres à la période post-pandémique que nous connaissons, un droit un peu particulier à connaître, qui nécessite d'aller loin dans la technique pour que vous maîtrisiez ce qui vous attend là tout de suite. Et en même temps, besoin de revenir au concept de base, notamment pour ceux qui sont des nouveaux élus et qui vont se dévouer et souffrir pendant 6 ans pour leur territoire. Donc, je vais essayer de passer d'un niveau de simplicité à complexité. Et si je jargonne, si j'utilise trop d'acronymes, si je ne suis pas clair, si je ne suis pas simple, vous m'interrompez, alors peut-être pas en prenant la parole parce qu'on est nombreux, mais il y a à droite un petit truc, avec, vous voyez, pour saisir des messages, là, ça s'appelle converser. Vous cliquez sur converser, on peut écrire des tas de choses et ça nous servira tous pour écrire. Vous l'avez expérimenté pendant le temps du confinement dans vos environnements familiaux, professionnels. On va continuer à jouer les mêmes jeux, comme le disait le président. On a tous pris l'habitude de faire de la visio, mais ça reste quand même un outil qui est moins spontané que l'échange oral. C'est comme ça. Voilà. Donc, on va échanger et je vais maintenant cliquer sur partager l'écran. Il me propose un nombre de trucs qui n'est pas raisonnable. Attendez, voilà pourquoi il me propose. Alors, hop. Je vais fermer 2-3 choses chez moi, ok, pour pouvoir vite arriver. Alors, ça c'est un peu étrange parce qu'il ne m'affiche pas les noms des... Ah, voilà. On est bon. Donc, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, très bien. Et vous voyez le document à l'écran, c'est bon? On voit. On n'est pas le 24 juin, Éric, on est le 30, mais c'est pas grave. Ah, désolé, j'étais resté sur la présentation précédente. Donc là, c'est le bon affichage que vous voyez ou c'est l'affichage de présentateur? Non, c'est nickel, il est en grand écran. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait, on attaque. Alors, en fait, on va passer 4 temps ensemble. Rappeler là où nous en sommes dans les pouvoirs des maires et les installations en ces temps d'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire s'arrête le 10 juillet, donc on y est encore. Mais il y a une loi du 22 juin qui prolonge un certain nombre de choses, qui est au journal officiel du 23. Donc là, par contre, c'est vraiment récent. Ensuite, on va se focaliser un peu plus longtemps sur les règles, les bases du fonctionnement du conseil municipal, donc un droit très institutionnel et finalement relativement simple
pour lesquels j'essaierai de vous donner quelques éléments, quelques modes d'emploi. Pour ceux d'entre vous qui viennent d'être élus, ceux qui étaient au deuxième tour, donc un nombre limité d'entre vous, je suppose, j'évoquerai quelques éléments sur la séance d'installation pour évoquer un certain nombre de pièges. Donc là, j'irai rapidement parce que je suppose que vous êtes peu nombreux à être concernés. La plupart d'entre vous avaient déjà, j'imagine, franchi cette étape. Ensuite, un mot sur donc, la toute nouvelle loi du 22 juin 2020. Mais d'abord, un petit rappel sur l'état d'urgence sanitaire qui est le nôtre. Donc, celui-ci, en droit, s'arrête le 10 juillet. Et donc, pour les structures intercommunales à fiscalité propre, donc vos communautés de communes, communautés d'agglomération dans le cas de votre département, eh bien, ceux qui étaient uniquement composés de communes où le premier tour fut conclusif ont pu se réunir dans les 3 semaines suivant donc le 28 mai, donc c'est déjà fait. Et c'était 10% au niveau national des structures intercommunales, hein, des comités de communes, comités urbaines, métropoles, comités d'agglomération, 10% qui étaient concernés, et les 90 autres pourcents, c'est-à-dire celles où il y a au moins une commune pour lesquelles il fallait un second tour, eh bien, le compte à rebours commence à partir du 28 juin, et c'est là aussi 3 semaines de délai maximum d'installation. Et la loi du 22 juin, toute récente, donne pour un certain nombre de syndicats mixtes, c'est-à-dire les structures dans lesquelles siègent des communes, mais aussi les structures intercommunales, eh bien, ces syndicats mixtes ont, eux, jusqu'au début de l'automne pour se réunir. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, pour certaines communautés, on s'est retrouvé donc avec des élus installés en mai qui siégeaient depuis un mois, tout en ayant les élus dans les communes où il y avait un second tour qui continuaient à siéger. Et la loi avait même prévu un truc super compliqué d'ajustement du nombre d'élus pendant cette phase intermédiaire. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, dans vos communes, l'installation, elle a eu lieu, si votre commune a été élue au premier tour, elle a eu lieu donc dans la phase transitoire qui a commencé le 28 mai. S'il y a eu un second tour, pardon, eh bien, l'élection doit avoir lieu au plus tard ce dimanche. Et il y a eu des phases intermédiaires pour les structures intercommunales à fiscalité propre qui sont un peu compliquées. Donc, là, quand je parle des intercommunalités à fiscalité propre, c'est donc les grandes structures intercommunales comme, je ne sais pas moi, le Pays de Lac, la communauté du Pays Basque, etc., qui est une des plus grandes de France d'ailleurs et qui est dans votre département. Pour les structures syndicales, il y a des syndicats qui sont uniquement composés de communes. Alors, vous allez entendre parler de syndicats de communes, parfois de SIVU, de SIVOM. SIVU, c'est pour vocation unique, SIVOM, vocation multiple. Le droit entre les deux est exactement le même, sauf qu'un SIVU se réunit 2 fois par an et un SIVOM au moins 4 fois. Bon, voilà. Mais il y a aussi les syndicats mixtes qui comprennent d'autres membres, qui peuvent être une communauté de communes, des communes, parfois même des syndicats mixtes ouverts avec le département, la région, des chambres consulaires, tout ça. Chambre consulaire, c'est chambre des métiers, CCI, chambre d'agriculture. Toutes ces structures-là se recomposent entre juillet et septembre, voire octobre prochain dans certains cas. Cette recomposition prend du temps et évidemment, il a fallu adapter, on va le voir tout à l'heure, le droit, les phases de budgétaire, enfin tout ça. Et vous allez me dire, mais on y envoie qui dans ces structures-là? On en parlera tout à l'heure. Tant que les conseils municipaux ne sont pas installés, s'applique encore aujourd'hui toute une série de textes que je vous défile là très rapidement, c'est juste pour que vous les ayez dans vos tablettes, sur les compétences qui sont données aux exécutifs locaux. C'est-à-dire que si vous avez eu besoin d'un second tour et que l'élection est seulement dans quelques jours, eh ben, les affaires urgentes et courantes continuent à être traitées par le maire sortant qui était en place avant même le 15 mars. Si en revanche, dans votre conseil municipal, la séance d'installation a eu lieu, évidemment, tout ce que je dis là ne s'applique pas. On a des ajustements budgétaires et pour les compétences des élus, mais là, on est vraiment sur les derniers jours.
Et ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que les conseils municipaux, et si vous venez d'être élu, c'est quelque chose de vraiment nouveau, ont pris l'habitude de règles dérogatoires propres à l'état d'urgence sanitaire. Et je suis persuadé que vous allez avoir un certain nombre d'élus qui vont être un peu désorientés par le fait que depuis finalement mars, on vit avec un droit qui a changé sur la visioconférence, sur le nombre d'élus qu'il faut avoir pour pouvoir délibérer. On va revenir sur tout ça. Hein. Et ces règles-là, pour partie, sont maintenues jusqu'à la fin de l'été et pour partie ne le sont pas. Donc c'est un peu désorientant. On peut même, jusqu'au 10 juillet prochain, avoir des réunions en distanciel, uniquement en réunion Zoom ou je ne sais pas quoi, ou autre outil comme Teams, etc., voire même au téléphone, ce qui est super compliqué pour savoir qui s'exprime et qui vote. On a donc des assouplissements qui permettent d'avoir les outils que l'on veut à ce propos, et c'est même le maire qui convoque. Jusqu'au 10 juillet, le droit vous permet de faire des séances du conseil en visioconférence, voire même en audio. Après le 10 juillet, nous verrons que c'est encore le cas, mais de manière limitée et seulement jusqu'à fin août. Donc là, je passe rapidement sur des éléments. Le document que je vous donne fait 77 pages. C'est bientôt les longues soirées d'été, les lectures sur la plage, tout ça. Donc, je vous ai donné un gros document pour que vous ayez le plaisir d'y revenir avec toujours plus de plaisir, je n'en doute pas. Une règle qui est un peu désorientante, et vous allez voir, dans la plupart des conseils municipaux, il y a toujours 2-3 personnes qui s'y perdent un peu, c'est que normalement, quand dans vos conseils municipaux, il s'agit de voter, il faut un nombre minimum d'élus présents. Ça s'appelle le quorum. Et le droit normal du conseil municipal, c'est que quand vous allez voter, eh bien, il faut que le quorum soit réuni à l'ouverture de la séance, après une suspension de séance, et à l'ouverture de chaque point de l'ordre du jour. Vous avez toujours des petits malins qui croient qu'ils peuvent faire un esclandre. Ça, il y a la presse dans la salle, tout ça. Et puis ça, c'est pas qu'un truc de ville. Hein. Ça marche bien dans les villages aussi. Hein. Il y a le calier de la presse qui est dans son coin. Il y a 3 antiquineurs qui veulent vous faire un esclandre. Ils se barrent et tac, vous n'avez plus le quorum au moment du vote. Ben ça marche au Parlement. En général, les gens l'ont vu faire au Parlement, donc ils font la même chose à la télé. Sauf que dans le monde municipal, ça marche pas comme ça. Dans le monde municipal, le quorum, c'est, je l'ai bien dit, lors de l'ouverture de la séance, qu'il faut l'avoir, donc la moitié des élus. C'est après une suspension et lors de l'ouverture d'un point de l'ordre du jour. Pas lors du vote. Quand le maire ou les gens qui président la séance dit bon, bah, maintenant on va aborder tel sujet, je sais pas, moi, le budget, la délégation pour la piscine, le recrutement du garde champêtre, que sais-je encore, eh bien, enfin, la création d'un emploi plus précisément pour un juriste, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le quorum. Si les gens se barrent à ce moment-là, on s'en fout. Au moment du vote, peu importe qu'on n'ait pas le quorum, il faut qu'on l'ait eu au moment où on ouvre la discussion sur un sujet ou sur un autre, l'ouverture du point de l'ordre du jour. Le quorum, en droit normal, c'est la moitié des élus. En droit covidien, jusqu'au 10 juillet prochain, c'est 1/3 des élus. Et comme le droit, c'est jamais simple, parce que sinon, ça serait trop facile, eh bien, le quorum, au moment pendant la période d'état d'urgence sanitaire, c'est 1/3, y compris les 2 procurations que l'on peut donner aux gens, alors que dans le droit normal, c'est hors procuration. Et en droit normal, c'est hors procuration. Pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est y compris 2 procurations, alors que normalement, dans la vie normale, on a une seule procuration et ça ne compte pas dans le quorum. Mais pour élire le maire, le quorum, c'est 1/3, mais sans procuration. Bon. Donc déjà, là, c'est à peu près le moment où votre association départementale de maires, qui est très très bien organisée, a prévu une diffusion massive de cachets d'aspirine. Donc, je répète, on va statuer
il faut que j'ai le quorum. Ça, c'est tout le temps. Le quorum, c'est la moitié des élus, sauf pendant le temps de l'état d'urgence sanitaire, c'est un tiers. Et dans le quorum, je ne compte jamais les procurations, sauf jusqu'au 10 juillet prochain. Et en plus, je ne les compte que si je ne suis pas en train d'élire le maire. Et je ne les compte jamais une fois que j'ai passé le 10 juillet. Ouf. Vous voyez, c'est là que vous regrettez de ne pas avoir organisé la formation le 11 juillet. Je ne vous aurais pas embêté avec tout ça. Donc, quorum, c'est avec 2 pouvoirs, sauf pour l'élection du maire. Et les élus peuvent demander, selon la taille de votre commune, les élus peuvent demander une séance du conseil en étant soit la moitié, soit le tiers de l'effectif du conseil. Donc la commune fait au plus ou moins de 3500 habitants, ça sera la moitié ou le tiers des élus qui pourront demander au maire « Hop, 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 je veux qu'on se réunisse sur tel sujet ou sur tel sujet. » Très bien. Jusqu'au 10 juillet, c'est 1/5 seulement des élus. C'est comme ça. Bon, c'est bientôt, c'est bientôt. Là, je passe rapidement. Alors, premier quiz. On va jouer. Alors, les quiz, je suis d'accord, hein, on est entre adultes, on trouve tous ça enfantin. Mais finalement, quand on les fait, on se prend tous au jeu et ça aide à fixer l'attention. Alors, on oublie 10 secondes que nous sommes des élus et des adultes et on joue au jeu. Alors, premier quiz, le quorum. Donc, avec un petit huc à sauter. Première hypothèse. D'habitude, c'est hors procuration, mais pendant l'état d'urgence, c'est procuration incluse. Deuxième hypothèse, ouais, d'habitude, c'est hors procuration, mais pendant l'état d'urgence sanitaire, c'est procuration incluse, sauf pour l'élection du maire et des adjoints. Troisième solution, la solution C, qu'est-ce qui nous enquiquine l'avocat? Les choses sont beaucoup plus simples que ça, c'est toujours procuration incluse, bien sûr. A, B ou C. Allez, on joue. C'est moi, encore une fois, j'ai oublié le U à quorum, à chaque fois. Mais non, c'était juste pour vérifier notre capacité d'attention. On vous en remercie. Je ne sais pas pourquoi, je m'obstine à oublier ce U. Alors, on est sur 23 réponses. Plus de la moitié ont répondu B. Eh bien, ils ont raison. Voilà. Allez, on met fin au vote. Allez, on passe à la suite. Donc, maintenant, abordons le fonctionnement général du conseil municipal. Et donc, on se retrouve avec un fonctionnement du conseil municipal qui est, comment dire, un peu comme le fonctionnement d'un parlement vis-à-vis du maire, qui serait un peu comme le président de la République. Sauf que si vous êtes juriste, vous allez bondir si je dis ça, parce que vous allez me dire que ce n'est pas du tout le même fonctionnement et vous aurez raison. Déjà, il y a une première chose, c'est que le maire a des pouvoirs propres à côté des compétences qu'il a en lien avec le conseil municipal. Si vous êtes, par exemple, vous savez comme moi que, comme dans les régimes parlementaires classiques, l'exécutif est choisi par l'Assemblée délibérante. En Angleterre, le Premier ministre est choisi par le Parlement. C'était pareil en France sous la 3e, la 4e et les premières années de la 5e République. C'est pareil en Italie, c'est pareil en Allemagne. La chancelière est choisie par le Parlement. Le maire est élu par le conseil municipal. Mais en même temps, là où ça ressemble un peu au système de la 5e République, c'est que le maire a des pouvoirs propres pour lesquels il est indépendant du conseil municipal. Le conseil municipal ne peut pas virer le maire, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des démocraties occidentales, où l'Assemblée délibérante nomme quelqu'un, elle peut le virer aussi. Si demain vous vous fâchez avec la majorité de vos élus, ce qui évidemment n'arrivera pas chez vous, mais ailleurs, je vous jure, ça va arriver de temps en temps. Bon, eh bien, il arrive que le conseil municipal, le maire soit totalement minoritaire,
que sa vie soit un enfer, mais à tort ou à raison, ça chacun aura son point de vue là-dessus, il s'accroche et les autres ne peuvent pas le virer. Ils peuvent bloquer le fonctionnement du conseil municipal, ce qui généralement laisse les habitants dans une grande situation d'agacement. On peut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de vote du budget, ce qui peut entraîner une mise sous tutelle financière de la collectivité. Mais bon, non, on n'a pas de possibilité de virer le maire. Et le maire a certains pouvoirs pour lesquels le conseil municipal n'a pas son mot à dire. Sur certains domaines, le maire va préparer et exécuter les délibérations du conseil. Ça va être le cas en marché public, ça va être le cas en fonctionnement des instances municipales, etc. Pour lequel le maire a des pouvoirs propres, mais enfin, beaucoup de choses se règlent par délibération in fine. Et puis, sur les pouvoirs de police, eh ben, c'est le maire qui décide, et puis c'est tout. Le conseil municipal n'a pas son mot à dire. C'est quoi les pouvoirs de police? Quand vous entendrez parler de pouvoirs de police, ce n'est pas à proprement parler du policier municipal ou du garde champêtre que je vous parle. Ce qu'on appelle les pouvoirs de police, c'est les mesures que vous allez prendre en matière de sécurité, de salubrité, de tranquillité publique. Le maire face au dépôt sauvage de déchets, pouvoir de police. Le maire face à la police des baignades, pour dire ce qui est dangereux, pas dangereux, légal de se baigner, pas légal de se baigner, pouvoir de police. Si vous avez une base de loisirs qui est gérée par le privé ou par la communauté de communes ou d'agglo ou autre, très bien. Ben, il n'empêche que le maire carte ses pouvoirs de police dans ces cas-là sur, je ne sais pas moi, les baignades, les choses dangereuses, les certaines zones de randonnée. Par exemple, il y a un schéma départemental pour ce qui est la randonnée pédestre, mais n'empêche que le maire peut prendre des mesures de limitation de la randonnée sur tel ou tel tronçon lorsque c'est dangereux, etc., etc. Eh bien, non seulement le conseil municipal n'a pas son mot à dire là-dessus, mais si vous avez le conseil municipal qui délibère, puis le maire qui prend un arrêté, ça sera illégal. Parce qu'on va dire, le maire croyait qu'il a exécuté une délibération du conseil municipal, alors que le conseil municipal était juridiquement incompétent. Quand un juriste dit incompétent, c'est-à-dire n'ayant pas la compétence, ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, pour agir dans ce domaine. Alors ça pose un problème d'ailleurs, parce que très souvent, en tant que maire, pour ceux d'entre vous qui êtes maire, vous allez devoir prendre des mesures courageuses, genre... là, il y a un risque de pollution, là, il y a un risque d'inondation, il y a ceci, il y a cela, tant pis, je vais prendre des mesures qui ne sont pas populaires. Et on est bien content, parfois, de s'abriter derrière le conseil municipal. Pas parce qu'on serait un pleutre, mais parce que c'est trop facile d'avoir tous les gars qui disent « ouais, vas-y », les gens du conseil municipal, et puis le jour où il y a une plainte parce que quelqu'un dit qu'il a subi un préjudice ou que sais-je encore, non, mais c'est le maire, moi je lui avais dit de ne pas le faire. Bon. Alors, le jour où vous avez des mesures de police à prendre, c'est vous qui les prenez par arrêté. Faire délibérer le conseil municipal là-dessus peut être une bonne idée politique, mais est une erreur juridique. L'astuce peut être parfois de faire délibérer le conseil municipal en disant « Moi, maire, j'envisage de prendre telle décision. Vous, conseil municipal, je vous demande votre avis. » Et la délib, vous la rédigez bien en disant « Le conseil municipal est d'avis que, effectivement, je donne mon avis. Le maire a raison de vouloir prendre tel arrêté. » Dans ce cas-là, les gens, ils sont mouillés, ils ne vont pas vous foutre un coup de poignard dans le dos et tourner Kazakh. Alors vous allez me dire, mais non, mais on est tous entre potes et on s'aime bien et on ne va pas se faire... Ouais, mais enfin bon, la vie municipale étant ce qu'elle est, soyons prudents. Voilà. Et parfois, pour forger un consensus politique, ce n'est pas idiot de faire un délib, mais quand c'est sur le port de police, la délib, ça sera uniquement un avis. OK ? Alors, vous aurez noté que j'ai parlé du mot arrêté. Ah oui, pourquoi j'ai parlé d'arrêté ? Alors, dans le petit monde territorial, on a pris l'habitude, c'est pas vraiment écrit comme ça dans le code, mais on a pris l'habitude d'appeler délibération l'acte pris par le conseil municipal, bon ça ok. Arrêter ce qui est pris par le maire à titre perso, pour ses pouvoirs personnels, à titre personnel, donc pouvoir police, mais aussi les pouvoirs qu'il exerce à titre personnel, par exemple l'arrêté de nomination d'un agent sur un emploi qui lui a été créé par le conseil municipal, peut-être il y a 100 ans, ou peut-être il y a un mois, mais voilà. Et quand on parle de décision, dans le monde municipal uniquement, ça veut dire par défaut un acte qu'on a fait par délégation du conseil municipal. C'est-à-dire que c'est le conseil municipal qui a des compétences,
Mais en application d'un article très très connu, le L21-22-22, dont on va parler souvent, hop, le maire agit au nom du conseil municipal. Là, on appelle ça des décisions. En interco, vous retrouverez à peu près les mêmes fonctionnements. Donc le maire, il va exécuter, il va être en amont et en aval des délibérations, il va être le chef du personnel, enfin il va être chef du personnel. Je ne dis pas qu'il est DRH, hein, mais le terme de chef de service est utilisé, figurez-vous, par la jurisprudence depuis 1917 pour décrire les compétences du maire sur les services. Voilà. Et il est ordonnateur. Ça veut dire quoi, ça? Ordonnateur, c'est que c'est lui qui décide de prendre les actes au niveau budgétaire dans un cadre budgétaire qui est fixé par le conseil municipal, hein, c'est le budget. Le budget initial, qu'on appelle le budget primitif, ce qui est un ancien terme qui n'est plus dans le code, mais que tout le monde utilise, moi le premier, et comme à la loi de finances. Et quand il y a de la manière qu'il y a de loi de finances rectificative, il y a des budgets supplémentaires ou des décisions modificatives. Dans ce cadre budgétaire, hein, avec plus ou moins de marge de manœuvre, selon comment a été voté le budget, le maire va prendre des décisions, mais quand le maire va concrètement prendre une décision pour recouvrer une recette, pour faire une dépense, le maire va agir, on dit à ce moment-là qu'il sera ordonnateur, et le comptable public, qui est un agent de l'État, va exécuter ses décisions. Car dans le monde municipal, le comptable public, qui est un agent de l'État, il ne peut rien faire tout seul, il ne peut pas manier l'argent tout seul, mais c'est lui qui a les clés du coffre. Et le maire est le seul à pouvoir agir, mais il n'a pas les clés du coffre. Voilà. En gros, c'est ça. Séparation ordonnateur-comptable. Et puis, évidemment, le maire est un véritable chef d'orchestre de l'équipe d'élus comme de l'administration. Alors, il y a toute une architecture ensuite des pouvoirs. Le maire va pouvoir donner délégation de signature aux agents. Il y a un texte là-dessus, on l'évoquera tout à l'heure. Quand vous entendez parler de délégation de signature, ça veut dire que le maire est considéré comme le signataire de ce qui a été signé pour lui, vous voyez, hein, comme les signatures en PO dans les entreprises. Bon, voilà. Ça veut dire que si le ou la secrétaire de mairie ou directeur ou directrice générale des services signe un acte au nom du maire, juridiquement, c'est comme si le maire avait pris l'acte. Ça veut dire que le maire aussi peut revenir sur la décision qui a été prise avec plus ou moins de droits pour les gens, selon qu'il y avait une illégalité, pas une illégalité, et les dates où on va revenir en arrière. Le maire va pouvoir donner des délégations aux élus, qui sont des délégations de fonction. La délégation de fonction, par défaut, ça va aux adjoints au maire. Ça peut aller aussi vers des conseillers municipaux délégués. Et nous verrons tout à l'heure que les conditions où on peut déléguer à un simple conseiller municipal ont été assouplies par une loi du 27 décembre 2019. La loi engagement à proximité, vous en entendrez souvent parler de cette loi. Et ceci n'est pas à confondre avec la suppléance. C'est quoi la suppléance? C'est le fait que quand le maire est absent ou empêché, alors évidemment aujourd'hui avec les smartphones et tout, on est rarement absent ou empêché parce qu'on est souvent joignable. Enfin, on a quand même le droit d'avoir des problèmes dans sa vie perso, on a le droit d'être hospitalisé, on a le droit, voilà. Eh bien, d'être injoignable, eh bien, à ce moment-là, par défaut, c'est le premier adjoint qui exerce la plénitude des fonctions du maire, nous dit le code. Si le premier adjoint n'est pas également disponible, il est absent et empêché, ça sera le deuxième adjoint, et ainsi de suite. Alors, le code vous dit que quand le maire est absent ou empêché, c'est le premier adjoint qui exerce la plénitude des fonctions du maire. Est-ce que ça veut dire que parce que le maire est injoignable pendant 1 heure, le premier adjoint peut en profiter pour, je ne sais pas moi, convoquer le conseil municipal, virer des gens, prendre des décisions vraiment importantes? La réponse est non. La réponse est beaucoup plus subtile que cela. Le juge va calibrer les compétences qu'aura le premier adjoint, ou à défaut le deuxième adjoint, ou à défaut le troisième adjoint, en fonction de la durée de cet empêchement. Il y a un jour un maire qui n'était pas là pendant 3 jours, son premier adjoint profite pour virer la directrice générale des services, l'équivalent de secrétaire de mairie à partir de 3500 habitants. Le juge a annulé en disant « Non mais attendez, il ne faut pas déconner, on peut attendre 3 jours quand même. » Bon. Un maire, en revanche, était dans le coma depuis 3 semaines. Il y avait urgence à agir. Le juge a validé qu'en revanche, le premier adjoint par délégation vire un directeur ou une directrice générale des services
parce que au bout de 3 semaines, s'il y a eu des graves fautes, ça commence à valoir le coup qu'on laisse le premier adjoint exercer réellement la plénitude des fonctions. Alors, donc, l'architecture des compétences en aval du maire. Le maire peut donner des délégations de signature aux agents, jamais aux membres de cabinet. Il peut donner des délégations de fonction aux adjoints, mais de manière vachement plus souple qu'avant, aux conseillers municipaux aussi. Et sans délégation de fonction, pas d'indemnité de fonction, sauf pour les 100 000 habitants, les collectivités de 100 000 habitants et plus où le droit est un peu différent. Et il y a la suppléance, c'est-à-dire le fait que quand le maire est absent empêché, les compétences arrivent au premier adjoint. Quand le premier adjoint est absent empêché, ça va au deuxième adjoint. Et ça, même si ce n'est pas dans les arrêtés de délégation de fonction, d'ailleurs, ce n'est pas à y mettre, eh ben, ça s'applique, c'est le code qui s'applique, point barre. Alors, à côté de ça, on a les rôles des personnels administratifs, on a les rôles des... attendez, hop. Excusez-moi, j'ai des problèmes un peu étranges avec ma... Voilà, ça allait mieux comme ça. Alors, j'ai des problèmes avec les... J'ai d'abord... et à côté de ça, j'ai des délégations, comme je l'évoquais tout à l'heure, que le conseil municipal peut donner au maire. Et là, en revanche, on est sur une autre délégation. Quand un maire donne une délégation à un agent, c'est une délégation de signature. Le maire peut continuer à agir. Quand un maire donne une délégation de fonction à un adjoint, il peut continuer à agir, car là aussi, c'est une délégation dite de signature. Quand, en revanche, le conseil municipal donne une compétence au maire, ce fameux le 21-22, là, 21-22-22, eh bien, c'est dans ces cas-là un transfert de compétences. Ce n'est plus le conseil municipal qui agit, c'est le maire et lui seul. Alors, si vous avez déjà eu votre séance d'installation, si vous faites partie des 30 000 communes sur 35 000 pour lesquelles l'élection a été acquise au premier tour, vous avez donc déjà eu votre séance d'installation et probablement vos services vous ont fait proposer une délibérée pour transférer un certain nombre de votes, de compétences au profit du maire. C'est ça, cette fameuse liste du L21-22-22. Et vous avez la même chose en intercom avec un fonctionnement juridique très différent, puisque ce que l'on peut donner comme compétence à l'exécutif est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, et ça peut être donné soit au président, soit au bureau, soit on partage les tâches entre le président et le bureau. Le bureau, c'est l'organe collégial, un peu comme président plus adjoint chez vous, en commune, avec, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle une commission permanente en département ou en région. Alors, on a donc ensuite le régime des délégations de signature, et puis en tant qu'élu, on va se retrouver aussi à travailler, à siéger dans des structures intercommunales, au CCAS qui va s'occuper de l'action sociale, la caisse des écoles qui peut être une institution publique, parfois une association. On va siéger dans des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales ou pas. On peut avoir des conseils de quartier qui vont être dans certains cas obligatoires à partir de 80 000 habitants. Et la loi engagement proximité vient d'inventer la même chose pour ceux qui le veulent pour le monde rural. On va siéger dans plein de commissions. Bref, on se retrouve au cœur d'une myriade de choses avec un système un petit peu de satellites autour de la commune. Dans ces satellites, évidemment, il y a les associations. Est-ce que le maire, est-ce que l'adjoint au maire, est-ce que le conseiller municipal ou la conseillère municipale que vous êtes peut siéger dans une association? Oui, bien sûr. La commune a parfaitement le droit de siéger dans des associations. On le sait en tout cas de manière à peu près claire depuis 2004. Mais, seulement 2004, vous aurez noté. Mais, attention, le problème que l'on a, c'est qu'il y a des tas d'associations où la commune, en fait, est chez elle, elle contrôle l'association. Et ça, ce n'est pas légal. Et ça, c'est un problème qui s'appelle la gestion de fait et qui peut être censuré par un juge, qui est un juge spécial, qui s'appelle le juge financier, qui est la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, c'est une structure qui ressemble à la Cour des comptes, mais il y en a une par région. Parfois, elle va arriver dans vos communes et dire ce qui est bien géré, mal géré. Et là, dans ce cas-là, elle n'agit pas comme un juge. C'est comme quand la Cour des comptes dit qu'un truc est bien ou pas bien. Bon, c'est un avis. Médiatiquement, ça porte. Juridiquement, valeur juridique, 0.
En revanche, de temps en temps, ces gens-là enlèvent leur casquette d'auditeur et prennent une casquette de juge. Et là, dans ces cas-là, attention, ils redeviennent juges. Et la Chambre régionale des comptes, si elle estime que une association en fait est contrôlée par l'administration, ça veut dire que dans ce cas-là, les circuits financiers devraient être de droit public et ne le sont pas, ce qui change tout, hein, on passe par le comptable, les règles ne sont pas les mêmes, tout ça. Et là, ça passe par des jugements. Alors, juridiquement, c'est un problème comptable, mais le jour où, dans la presse locale, on va dire que vous êtes jugé pour gestion de fait, je vous ai expliqué que c'est un problème purement comptable. Vous passerez pour des pourris et puis c'est tout. Bon. Donc, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. En plus, la procédure de gestion de fait fait qu'on passe 2 fois devant le juge, donc c'est pas très drôle. Puis il peut y avoir des amendes, enfin bon, voilà. Donc, si vous avez des associations, très bien. Mais ces associations, elles doivent être autonomes, quitte à passer des conventions avec elles. D'ailleurs, c'est obligatoire à partir de 23 000 € d'aide, hein, pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. On a des tas de solutions juridiques pour éviter que l'association ne fasse n'importe quoi, mais être majoritaire dans l'association, contrôler l'association comme si c'était les services de la commune, comme c'est le cas encore parfois pour certains comités des fêtes, certains offices municipaux des sports ou autres. Au minimum, c'est une gestion de fait. Dans certains cas, c'est du pénal. Donc, il ne faut pas jouer avec. Voilà. Donc, quand j'ai commencé mon métier en 1989, il y en avait plein. Et à début de chaque mandat, c'était un gros boulot. Aujourd'hui, la plupart des communes ont fait leur nettoyage, en général en début de mandat. Mais il arrive parfois qu'il y a encore 2-3 cas où il faut caler les choses et sortir de la gestion de fait parce que c'est dangereux. Bon, très bien. Au sein de la collectivité, vous pouvez avoir des services techniques, DGS ou DGA, ou secrétaire de mairie en dessous de 3500 habitants. Très bien. Le principe en France, contrairement à ce qui se passe par exemple aux États-Unis, même si le système américain est loin d'être la caricature que les Français croient que ce régime est, le système est que les agents sont censés être neutres politiquement. Ils sont difficiles à licencier, sauf faute, parce que justement, on veut s'assurer de la neutralité. Voilà. En revanche, le DGS, à partir de 3500 habitants, est facile à virer, juste parce qu'on ne s'entend pas avec lui, parce qu'on trouve qu'il ne pose pas bien, mais seulement 6 mois après l'installation d'un nouveau maire, pas dans les 6 premiers mois, pour laisser le temps aux nouveaux élus de se rendre compte que l'administration est un outil efficace et neutre. Alors, est-ce que l'administration est un outil efficace? Vous aurez chacun d'entre vous votre point de vue là-dessus, mais méfions-nous des caricatures. Si vous êtes habitué au droit privé, si vous êtes habitué au droit du travail, il est possible finalement que vous trouviez que le droit public a ses avantages. Il est plus facile de changer un agent public de fonction en fonction des besoins des services que dans le droit privé, figurez-vous. Quand un agent commet des erreurs, on peut beaucoup plus prendre les erreurs de ces derniers mois, voire de ces dernières années, pour prendre une sanction disciplinaire, alors que vous ne pouvez pas faire ça devant les prud'hommes, etc., etc. Donc on est sur un autre monde. Il faut intégrer ces nouvelles règles et ne pas voir que les aspects rigides en plus qu'il y a, et il y a des rigidités en plus, mais sur les sanctions et sur les réaffectations d'agents en fonction des besoins des services, vous avez des souplesses qui sont inouïes en droit privé français. Et l'idée, c'est que l'administration est neutre et que c'est pour ça que même les petites communes, souvent un personnel de cabinet, c'est pour faire l'interface avec la vie publique, avec la partie politique, pour vérifier que l'administration exécute bien ce que sont vos décisions, que votre commune fasse 50 habitants ou 500 000. L'architecture que vous allez composer dans les premiers temps va être évidemment déterminante. Il y a autant de fonctionnements communaux qu'il y a de communes. Il y a des communes où on va faire des tandems entre des agents et des adjoints. Ça marche bien si le couple professionnel qu'il y a entre le maire ou la maire et le ou la DGS est efficace. Si en revanche, cela contourne systématiquement maire et DGS, le DGS sera
discrédité auprès de ses agents et vous n'aurez plus d'unité de commandement qui… or, vous avez des agents qui peuvent avoir parfois des vies routinières, mais qui parfois vont intervenir sur des urgences, sur des problèmes d'inondation, pour lesquels une certaine efficacité, une unité de commandement et avoir un DGS ou une DGS dont les ordres sont exécutés, c'est quelque chose qui est utile de toute manière. Voilà. Inversement, il y a des communes où maire et DGS dirigent tout et où les chefs de service et les adjoints servent de faire valoir une utilité. Il y a des communes qui trouvent ça très bien, d'autres qui trouvent qu'on perd en action collective et qu'ensuite on se retrouve avec des agents et des adjoints démotivés au bout de 2-3 ans de mandat. Et que en général, ça se paye. Donc, à chacun de trouver son mode de fonctionnement. On vit aujourd'hui des conseils municipaux qui ne sont plus le moment où les élus vont discuter entre eux, même entre adjoints maires et maires, ou même entre élus de la majorité et maires. Il faut trouver souvent d'autres moments. Donc, beaucoup de maires mettent en place des conseils de majorité ou autres, pas pour faire de la politique dans le mauvais sens de l'expression, supposer que ça existe, mais tout simplement parce qu'il faut que de temps en temps qu'on puisse parler, échanger, et que le moment du conseil municipal n'est plus trop ce moment-là, pour peu qu'il y ait le public et la presse qui sont là, et que voilà. Bon. Donc, l'architecture est essentielle. Et l'architecture en droit, c'est le maire qui décide de ce qu'il donne aux adjoints, qui donne des instructions aux DGS, qui vont donner des instructions aux agents. Mais la réalité de l'architecture des pouvoirs va varier beaucoup plus d'un territoire à l'autre. Il n'en demeure pas moins que la plupart des décisions sont à prendre en conseil municipal. Et là, il y a un jeu parfois. C'est… Allô Geneviève? Oui. Ah dis donc, toi qui es première adjointe, on a un problème, on n'a pas fait gaffe, je sais pas moi, on veut acquérir telle parcelle pour je sais pas quel projet, on n'a pas fait gaffe, la date de la promesse d'achat qu'on a signée expire dans 8 jours, il faut qu'on se réunisse en conseil municipal, il paraît que je ne peux pas le faire moi tout seul en tant que maire. Ah bah non, on ne peut pas. Demain soir, on a réunion du CCAS. Après-demain, il y a ceci. Et puis, dans 2 jours, je vois les petits-enfants. Bon, voilà. Et alors, vous êtes toujours un petit malin qui vous dit, c'est pas grave, on va rattacher ça à la dernière séance du conseil. Alors, j'en vois une ou deux là qui sourient. Vous avez bien raison de sourire. Ça s'appelle une délibération de rattachement et de régularisation. C'est juridiquement un crime. Alors, quand j'ai commencé mon métier il y a fort longtemps, évidemment, j'en voyais assez souvent. Aujourd'hui, nous, en tant qu'avocats, on a 1 ou 2 dossiers de ça par mandature, alors qu'avant, c'était 1 ou 2 dossiers par an. Bon. Mais c'est un crime au pénal, c'est un fond d'écriture publique, hein. C'est même pas la correctionnelle, quoi. Donc, bon, il faut quand même faire gaffe à ne pas jouer à ça. Ensuite, le fonctionnement du conseil. Bah, j'ai le maire qui va présider, qui va convoquer le conseil et qui va le présider, ou à défaut, premier adjoint, à défaut, deuxième adjoint, etc. On n'est pas dans les compétences données aux délégations, on est bien dans les compétences données par suppléance, sauf pour les élus qui sont étrangers. Et la convocation doit contenir l'ordre du jour. J'ai vu il y a quelques années un élu qui, lors d'une audience, a dit oh, « ça fait 5 mandats que je suis élu, j'ai jamais entendu de machin d'ordre du jour, là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Non, ça existe depuis 92 quand même. Donc, même dans les petites communes, même en dessous de 3500 habitants, même en dessous de 1000 habitants, il faut convoquer le conseil municipal avec un ordre du jour. L'obligation de faire une note de synthèse, ce n'est qu'à partir de 3500 habitants. Et dans la note de synthèse, on se contente de synthétiser les sujets dont on va parler. Si c'est trop synthétique, les délibérations qui sont prises sont illégales. Si inversement, on en fait des tonnes et que c'est des trucs illisibles de 1000 pages, c'est illégal aussi. Mais si sur chaque sujet, vous mettez entre 5 et 15-20 lignes, ou 30 lignes ou 40 lignes de texte, c'est bon. Voilà, faut pas que ça soit
faut pas que ça soit non plus oui au pays des jouets. Hein. S'il y a des difficultés, il faut qu'elles soient évoquées, quitte à ce qu'elles soient évoquées gentiment. Il ne faut pas que la note de synthèse soit totalement mensongère. En dessous de 3500 habitants, la note de synthèse ne s'impose pas, mais il y a néanmoins, comme dans toutes les communes de France, donc, l'obligation d'indiquer l'ordre du jour. Et dans presque toutes les communes, à la fin de l'ordre du jour, vous avez marqué questions diverses. Si j'étais maire, je mettrais peut-être aussi questions diverses. Bon. Pourquoi pas? Mais c'est à réserver aux gentilles discussions, pas aux vrais délibres. La croyance populaire selon laquelle on pourrait mettre une délibre en questions diverses et que ça marche sous réserve qu'il y ait une vote à l'unanimité, ça n'existe que dans les comptes pour enfants. Un délibre qui est ajouté en questions diverses, même en vote sur table, même avec ce qu'on appelle vote sur table, c'est-à-dire les gens disent oui à l'unanimité, il y a illégalité, point barre. En revanche, l'intérêt de questions diverses, c'est que les gens se sentent plus libres d'échanger. Le maire peut évoquer des sujets un peu plus confidentiels, pour lesquels en plus on est en fin de séance, là, il y a la population n'est plus trop là, le calier s'est déjà barré, il a pris ses 2 photos, il est content, etc. Bon. Mais pas de vrai délibre. Ou alors, une délibre dont vous êtes certain qu'il ne sera jamais attaqué, ce que je ne pourrais jamais vous conseiller de faire. Est-ce qu'avant ceci, on est obligé d'envoyer autre chose que la note de synthèse à partir de 3500 habitants? Eh bien non, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas l'obligation de donner les projets. Il faut juste qu'ils soient accessibles. Donc dans presque toutes les communes, en fait, on se retrouve à envoyer à 3 jours francs ou 5 jours francs avant la séance la convoque. Alors, c'est quoi les jours francs? Les jours francs, c'est on ne compte pas le jour de départ, on ne compte pas le jour d'arrivée. D'accord? Donc, si je veux convoquer pour vendredi prochain, si ma commune compte moins de 3500 habitants, je ne compte pas le vendredi, qui est le jour de la réunion, je vais prendre le jeudi, mercredi, mardi. Ah, alors c'est bon pour le vendredi, ça marche si je convoque le lundi. À partir de 3500 habitants, le délai passe à 5 jours francs. Si je n'ai pas le quorum, je peux reconvoquer avec un délai de 3 jours francs, même si ma commune fait 3500 habitants en plus, à la condition de préciser dans la convoque. Attention, on se réunit parce qu'il n'y a pas eu le quorum la dernière fois, donc c'est uniquement avec un délai de 3 jours, et on pourra statuer même sans quorum. Si vous n'écrivez pas ça dans des livres, le truc ne marche pas. Et si j'ai une urgence? Ah, bah si j'ai une urgence, je vais convoquer à 1 jour franc seulement. Mais attention, l'urgence doit être extérieure à vous. C'est-à-dire que si vous laissez passer un délai parce que vous êtes un peu endormi dessus, et que vous avez le temps passe, oh zut, on a oublié de faire ça, eh bien, le délai de 1 jour franc ne s'appliquera pas. Le délai de 1 jour franc est à garder au cas où vous convoquez pour une urgence qui est extérieure à vos propres agissements, y compris vos propres retards. C'est bon? Donc, je convoque à 5 jours francs si j'ai 3500 habitants et plus. Je convoque à 3 jours francs si j'ai moins de 3500. Jour franc égal, je ne prends pas en compte le jour de départ ni le jour d'arrivée. OK. Les jours fériés, les dimanches, les samedis comptent comme des jours normaux au milieu de tout ça, même le 1er mai. OK. Et 1 jour franc si j'ai une urgence réellement extérieure. Et 3 jours francs, même si j'ai 3500 habitants en plus, sous réserve que j'ai eu une première réunion où je n'avais pas le quorum. Bien. J'envoie la note de synthèse si j'ai 3500 habitants ou plus. J'envoie l'ordre du jour, quoi qu'il arrive. Les questions diverses, je fais gaffe, c'est un piège à la con. Et les projets d'actes, je dois les donner à qui en fait la demande, en communication électronique ou sur place, mais je ne suis pas obligé de les envoyer avec la convocation, ce qui parfois fait qu'on s'est mis d'accord sur presque tout, mais on est encore en train de négocier un truc, un projet de contrat par exemple. Très souvent, on gagne encore 24 heures, on envoie la convoque, et on sait qu'il va se passer 24 heures avant que quelqu'un vous demande le projet d'acte, ce qui permet de gagner encore quelques heures, 24 heures, 20 heures, 15 heures.
le temps de finir la discussion, la négociation, le projet de modèle de contrat de délibération. Bon, si on joue à ça à chaque fois, on va se faire voir un jour. Hein. Mais toutes les communes, enfin presque toutes les communes, sauf la vôtre bien sûr, se sont parfois hasardées à ce petit jeu. La convoque doit être au registre des délibérations affichées à la porte de la mairie. Et la jurisprudence est moins souple qu'on ne le croit. À chaque fois que vous allez voir ce truc sur la jurisprudence de la porte de la mairie, on va dire oui, mais la convocation ou le compte-rendu de séance, hein, qui doit être dans les 8 jours, lui aussi à la porte de la mairie, le juge admet que ça puisse être à l'intérieur des bâtiments municipaux. L'arrêt du Conseil d'État qui l'admet portait sur une mairie d'arrondissement parisienne ouverte 6 jours sur 7, de tôt le matin à tard le soir. Et c'était dans le hall d'entrée. Et c'était avant l'état d'urgence, donc avant les contrôles à l'entrée. Donc, les communes qui disent oh, « moi j'affiche à l'intérieur de la mairie et c'est bon », j'ai pas de les jurisprudences qui disent plutôt l'inverse. Sauf très grande mairie ouverte tout le temps. Mais sinon, faites bien l'affichage extérieur. Toutes les questions de registre de délibération, d'affichage, d'envoi en préfecture et tout, vont normalement donner lieu à une ordonnance de simplification dans les 6-8 mois qui viennent. En dépit du principe de laïcité, j'ai fait une petite prière pour qu'on ait enfin ce texte et qu'on ait des droits un peu plus simples parce que franchement, le droit actuel est super lourd. Un mot à savoir, une chose à connaître. Vous le savez, les citoyens ont le droit, depuis une loi de 1978, à un grand nombre d'accès à des documents administratifs. Très nombreux, super. Ce qui est moins connu en général, c'est que les conseillers municipaux ou les conseillers communautaires que vous êtes peut-être vis-à-vis de votre interco, hein, ils ont le droit, les élus ont tous le droit, à une information, un droit beaucoup plus large s'il s'agit d'avoir des infos sur une délibération qui va passer à l'ordre du jour dans les semaines ou mois à venir. Et qu'on le sait déjà, il est déjà programmé. Le droit d'accès aux documents administratifs ne permet pas d'accéder à des projets. Le droit donné aux élus permet d'accéder à des projets. Le droit d'accès aux documents administratifs pour les citoyens ne permet pas d'accéder à des documents confidentiels, comme une consultation d'avocat. Le droit donné aux conseillers municipaux peut le permettre sous réserve d'occulter éventuellement ce qui relèvera du secret du commerce et de l'industrie ou d'un autre secret, ou qui compromettrait trop les intérêts de la commune. Mais il y a eu par exemple, comme ça, un département, celui du 91, l'Essonne, qui avait fait demander à un avocat de comparer différentes solutions juridiques. Il n'y avait que des inconvénients. Parfois, vous savez, vous n'avez qu'à choisir qu'entre des inconvénients. Hein. La vie publique, c'est parfois de choisir entre des inconvénients avec aucune solution qui est parfaite. Le boulot de l'avocat, c'est de vous dire les dangers de chacune de ces solutions. Eh bien, le conseil municipal, il y a un conseil départemental qui a obtenu la diffusion de cette note d'avocat en obtenant, dans le cas d'espèce, que rien ne soit occulté, alors même que derrière, ça lui donnait tous les arguments pour attaquer les délibes de son propre conseil départemental. Hein. Et donc, vous avez le même droit au niveau municipal et intercommunal. Donc, attention, on a donc des droits spécifiques, très larges, d'information pour les élus, qui en plus ont été étendus pendant le temps du Covid-19, mais bon, ça s'arrête le 10 juillet prochain. Maintenant, abordons le fonctionnement de la séance lui-même. C'est bien le maire qui va être président de séance, sauf son supplément, sauf au moment de l'élection du maire, où là c'est le doyen de séance, comme vous le savez, sauf pour l'adoption du compte administratif. Alors c'est quoi le compte administratif? Si vous avez fait un peu de compta privé, ça ressemble au compte de résultat un peu. Vous voyez, c'est les dépenses et les recettes de l'année précédente. Et le maire va avoir sa propre compta, son CA, compte administratif, qu'on adopte avant le 30 juin de l'année N+1, sauf en cette année de pandémie où là, le calendrier était ajusté. Et sauf en Alsace-Moselle où ça marche autrement, mais enfin, l'Alsace-Moselle est géographiquement un petit peu loin du 64. Dans ce cas-là, le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre que le maire pour adopter le conseil.
si le maire était le maire du temps où on a exécuté le budget, vous voyez. Lorsque le maire est intéressé à une affaire, il faut qu'il sorte de la salle et le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre. Et un mot à savoir, pendant les séances du conseil municipal, vous en avez toujours un ou deux qui dorment et qui sont les mêmes qui ensuite vont vous dire « Ah, ça c'est dégueulasse, on n'en a jamais parlé alors qu'ils dormaient. » Bon, parfois même physiquement. C'est le même qui râle qui dormait pendant que vous parliez de tel projet. Ça, c'est insupportable, mais on les connaît. Mais vous avez un modèle plus néfaste encore, c'est celui qui ne peut pas s'arrêter de parler. Comme moi maintenant. Bon. Et qui revient pour la 50e fois sur le sujet qui lui tient à cœur. Et qui radote. Et on ne sait pas comment lui dire d'arrêter sans être impoli. Eh bien, retenez une règle simple. Le juge va annuler vos délibérations si le maire ou autre président de séance a coupé le sifflet à l'élu bavard trop vite. Donc, par exemple, il y a un arrêt intéressant, le Conseil d'État a admis qu'on coupe la parole à quelqu'un qui prenait la parole, qui avait pris la parole plus de 10 minutes sur le sujet, alors que c'était de mémoire la 3e fois en plusieurs mois qu'il prenait la parole sur le même sujet. Évidemment, si le gars parle de ce sujet alors que ça n'a rien à voir avec les points à l'ordre du jour, on peut lui dire « Écoute, t'es gentil, mais ça n'a aucun rapport avec l'ordre du jour. » Mais si on est en train d'adopter une délibération, en clair, retenez que il faut en droit faire montre de plus de patience que ce qui serait normalement, humainement raisonnable entre êtres humains rationnels. Et néanmoins un peu impatient. Bon. Et là, comment dire, si vous avez déjà quelques mois ou années de mandats municipaux derrière vous, ou de mandat municipal derrière vous, vous voyez bien ce à quoi je fais référence, parce qu'il y en a presque toujours au moins un qui a ces caractéristiques de bavardage infernal. Les suspensions de séance sont toujours possibles et permettent parfois de discuter, ressouder les rangs, se mettre d'accord au sein d'une majorité ou s'il n'y a pas de majorité d'opposition, intégrer les propos de quelqu'un. Parfois, ça permet aussi de dire, sans la présence des journalistes et des personnes dans la salle, et sans passer pour autant pour un truc qui est le huis clos, qui est un peu formel, de dire, mais attendez, là-dessus, on ne peut pas négocier ainsi, on peut plutôt faire comme ceci et comme cela. Attention, une suspension de séance de 15 minutes, 20 minutes, ça marche, mais des suspensions de séance de plusieurs heures, il est arrivé que le juge dise ça ne marche pas, ça aurait dû être considéré comme une nouvelle séance. Et qui dit nouvelle séance, nouveau délai de convocation. Hein. 3 jours francs, 5 jours francs selon les cas, une journée quand on a une urgence extérieure à nous. On a le secrétaire de séance. Alors, contrairement à ce qu'on croit, le secrétaire de séance, c'est un élu. Et l'agent, le secrétaire de mairie, DGS, l'agent de service des assemblées pour les plus grosses collectivités, qui va aider à prendre des prises de notes, ça sera juridiquement l'auxiliaire du secrétaire de séance. Ce qui veut dire que du coup, vous avez bien un secrétaire de séance lors du huis clos, puisque c'est un élu. Alors, la tradition sur laquelle c'est le petit jeune, le petit dernier, ou la petite jeune, la petite dernière, qui est secrétaire de séance par défaut, pourquoi pas? Il y a beaucoup d'endroits où ça se pratique ainsi. Officiellement, ça devrait être un vote, une bonne fois pour toutes, ou à chaque séance, ou à chaque délit, comme on veut. Mais enfin bon, si vous ne respectez pas les règles là-dessus, franchement, c'est pas très grave, puisque ça n'entraîne pas l'illégalité d'un acte quelconque. Ensuite, lors de la séance, on aura des présents, on aura des absents, on aura une organisation de la prise de parole qui sera organisée par le règlement intérieur du conseil si la commune fait 1000 habitants et plus, et qui revient entre les mains du maire. On a le droit de poser des questions écrites ou orales, mais le règlement intérieur peut prévoir des modalités de dépôt de ces questions écrites ou orales. Le règlement intérieur est obligatoire aujourd'hui à partir de 1000 habitants, et des règlements intérieurs qui ont dit « Oh, les questions, t'es gentil, mais tu me les indiques 3 jours avant la séance », ça a été considéré comme trop strict et illégal,
Inversement, on a d'autres décisions du juge qui ont validé des délais de dépôt des questions 24 heures avant la séance. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, je peux faire 2 jours? Je ne sais pas, je n'ai pas de jurisprudence. Dans le doute, dans vos règlements intérieurs, si vous avez 1000 habitants et plus, ou dans votre pratique, prévoyez 24 heures. Ça laisse quand même le temps aux élus, aux services de préparer une petite réponse et de ne pas être désarçonné face à la presse, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que quand on pose des questions hors sujet et hors des questions déposées, alors que vous avez prévu un règlement intérieur à cet effet, ça vous permet de ne pas être désarçonné sur certaines questions et de dire « tu n'as pas posé la question à temps, on en parlera à la prochaine séance ». Ça peut être pas mal. Ça évite d'être désarçonné et pris de court. Dans certains cas, ça peut faire dilatoire vis-à-vis de la presse, mais ça, c'est plus du droit, ça. C'est la vie politique et communicationnelle. Attention aux règles d'intérêt personnel des élus. Les règles d'intérêt personnel des élus, notamment un article pénal qui s'appelle l'article 432-12, c'est un article très dangereux qui concerne pour l'essentiel les élus honnêtes. C'est-à-dire que c'est un piège à élus honnêtes. La corruption est un piège à élus malhonnêtes. La concussion est un piège à élus qui jouent avec les limites, etc., etc. La prise illégale d'intérêt, donc conflit d'intérêt, touche des élus honnêtes. Les élus malhonnêtes sont assez malins pour éviter ce piège. C'est les élus honnêtes qui tombent dedans. Donc, je vais vous citer quelques exemples. En décembre dernier, un adjoint au maire de Nice, qui est le nettoyeur des affaires de Nice depuis 10 ans, mais qui est par ailleurs commissaire aux comptes, oublie de sortir de la salle quand on donne une subvention à une association dont il est le trésorier par ailleurs. Il a été condamné au pénal avec 30 000 € d'amende. Et c'est un mec bien. Et évidemment, les gens bien qui sont attrapés là-dessus sont des gens brisés. Un maire récemment obtient d'un ami de 30 ans, mais un vrai ami de 30 ans, qu'il implante sur le territoire de sa commune un golf. La commune ne vend aucun bien. La commune voit juste des terrains privés de servir de golf. Mais la commune donne sa garantie d'emprunt. Si demain un golf s'implante chez vous, je suppose que vous serez nombreux à donner votre garantie d'emprunt parce que ça fait partie du kit habituel d'accueil d'une entreprise, si vous voulez. Eh bien, le maire a été condamné au pénal à l'été 2018, etc., etc. Donc, quand il y a des conflits d'intérêts, on fait attention à sortir de la salle, on fait attention aux délégations données aux adjoints pour pas qu'ils soient dans des situations de conflit d'intérêts. Et quand vraiment on ne peut pas faire autrement, le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre que le maire ou le premier adjoint pour gérer le dossier. Et on trouve une manière habile de dire ça à la population. Genre, on a la chance de pouvoir faire telle chose, mais comme je veux éradiquer jusqu'au début du soupçon, le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre. Comme ça, les choses sont claires. On éteint jusqu'au même au discours sur réseaux sociaux ou autres. Je viens de vous le faire très mal, mais je suis sûr que vous réussirez à le faire beaucoup mieux que ce que je viens d'essayer d'esquisser. Le droit d'amendement, attention, on ne peut pas intégralement l'interdire. Et en pratique, c'est assez commode parfois que d'avoir un de vos colistiers, un de vos adjoints. Si vous êtes sur moins de 1000 habitants, parfois il y a une seule liste où il n'y en a pas du tout. Mais parfois, le maire, par exemple, passé délai de convocation, ne peut plus modifier son texte. En théorie, si quelqu'un en tout cas a consulté le texte. Mais par le droit d'amendement, il peut demander à quelqu'un de son équipe de faire un projet d'amendement pour que ce texte évolue. C'est parfois très très commode. Dans ce cas, il faut bien faire 2 votes distincts. Les procurations sont prises en compte pour le vote, mais pas dans le quorum, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le public doit rester silencieux. L'enregistrement peut être réglementé par le règlement intérieur ou par le pouvoir de police de l'exécutif, mais l'interdiction de l'enregistrement audio est très difficile à faire parce que les gens ont un droit par défaut d'enregistrer. C'est à vous de prouver que ça pose un problème. L'enregistrement vidéo, à cause des règles de consentement, à cause du filmage du public, etc., est un peu plus facile à encadrer. Sauf à passer en huis clos, bien sûr. Le huis clos, c'est quand on a la public qui sort, et soit le maire le propose, soit 3 élus le proposent, puis ensuite il y a un vote. Il y a beaucoup de communes qui ont utilisé l'expression de comité secret, qui était le terme utilisé avant 92.
Les enregistrements peuvent sembler être un atout démocratique. Et il y a beaucoup de communes qui aujourd'hui diffusent sur YouTube ou Facebook Live leurs conseils. Évidemment, ça a beaucoup d'avantages, y compris en ces temps de pandémie. Une remarque néanmoins, il y a parfois des élus qui ont des tas de choses intelligentes à dire, mais qui sont un peu timides, un peu mal à l'aise face à ces outils. Et il est parfois regrettable que ces élus perdent leurs moyens et leur capacité à s'exprimer en multipliant ces nouveaux outils. Donc, il y a des maires qui diffusent de plus en plus sur Facebook Live ou YouTube les séances du conseil en direct. Et il n'est pas rare que dans ces cas-là, ils essaient de favoriser au moins la prise de parole en amont, dans des pré-conseils ou en commission, pour qu'au moins ces élus-là continuent à exprimer leur voix. Attention, on peut avoir des experts en séance du conseil. J'ai moi-même fait un nombre, je ne me suis pas présenté, mais notre cabinet fait une trentaine d'avocats et nos clients ne sont que des communes. Donc, vous imaginez que des séances du conseil, on s'en a eu un petit nombre. L'expert, il est là pour parler quand on lui donne la parole. Et ça peut être un représentant de la préfecture, par exemple. Ça peut être un géomètre expert, un notaire, qui vous voulez, enfin un expert. Mais au moment où les élus discutent entre eux et votent, nous qui ne sommes pas élus devons la fermer. Et beaucoup d'experts, je ne sais pas, il y a peut-être des gens de la presse ici, mais notamment les gens de la presse, ils ont un peu de mal parfois à retenir que non, ils ne sont pas élus. Donc la démocratie locale, c'est on la ferme quand c'est les élus qui parlent. C'est eux qui, à un moment donné, délibèrent entre eux, et quel que soit ce que l'on pense de leur décision, c'est la démocratie, c'est comme ça. Donc, symboliquement, moi, je m'efforce toujours, même quand on me demande de faire autrement, de revenir dans la salle, à la partie du public, pour bien montrer, quand les élus discutent entre eux, pour marquer le coup. Et beaucoup de communes devraient, je pense, pratiquer ainsi pour montrer qu'à un moment donné, c'est les élus qui discutent entre eux. Ils ont suffrage universel, nous non. Voilà. Le quorum, je l'évoquais tout à l'heure longuement, on ne va pas y revenir. Les modes de scrutin, alors, nos lointains ancêtres élus locaux du 19e siècle faisaient de la gymnastique, puisque à l'époque, on votait la plupart du temps par assis et levé. On se levait pour voter. Bon, aujourd'hui, c'est en général par main levée, mais le scrutin secret s'impose soit pour élire le maire, soit pour élire les adjoints au maire, soit lorsque le maire le propose et que la majorité du conseil municipal est d'accord, soit lorsqu'il y a un tiers des élus qui le demandent, soit lorsqu'il s'agit de faire une nomination. Dès que vous nommez quelqu'un, ça doit être au scrutin secret, sauf pour désigner les représentants dans les syndicats mixtes fermés jusqu'à la fin de cet été, fin septembre, sauf, mais ça c'est propre à l'état d'urgence sanitaire et c'est la loi du 22 juin, sauf quand il s'agit d'une nomination qui n'est pas imposée par un texte spécifique qui l'impose et que l'unanimité des élus est d'accord pour ne pas procéder au vote au scrutin secret. Attention, c'est très piégeux en pratique tout ceci. Inversement, j'ai un quart des élus qui peuvent demander le scrutin public. Alors vous voyez le truc, je peux avoir un tiers des élus qui disent « moi je veux le scrutin secret » et un quart qui demande le scrutin public. Je fais quoi si j'ai les deux qui demandent? Eh bien, si j'ai les deux qui demandent, c'est le scrutin secret qui l'emporte. Le vote se fait à la majorité absolue des suffrages. Alors aujourd'hui, vous venez d'être élu, bravo, tout le monde s'aime d'amour tendre, super. En fin de mandat, il arrive parfois que l'unanimité soit un petit peu moins réelle. Et si la majorité se fragmente au fil du temps, comme on ne peut pas virer son maire, il arrive parfois qu'on se retrouve à essayer d'avoir des majorités contre le maire. Mais le maire a une voix prépondérante. Oui, mais il suffit d'un tiers des élus pour obtenir le scrutin secret. Donc, si j'ai un conseil municipal de, je ne sais pas, 29 personnes, il y en a 9 qui ne viennent jamais, et que j'ai 10 contre 10 pour le reste. Le maire gagne avec sa voix prépondérante, mais le jour où un tiers des élus
demande des élus présents, hein, donc pas forcément des élus effectifs total, demande le scrutin secret, le maire perd sa voix prépondérante. Et si au bout de plusieurs années, je n'ai pas de vote du budget, tout ça, je peux me retrouver avec une liste sous tutelle de la commune, voire dissolution du conseil municipal. Bon, voilà. Alors ça, c'est des choses que vous n'aurez normalement pas à connaître. Ou si vous avez à connaître, ça fera en fin de mandat, quand les majorités sont fragmentées et que chacun prépare les futures élections. Si ça vous arrive à court terme, c'est que vous êtes prêt pour le début d'un chemin de croix. Figurez-vous que quand la plupart des actes des communes sont attaquables en délai de 2 mois, mais quand il s'agit d'élections, il arrive que ce soit un délai de 5 jours. C'est comme ça, il faut le savoir. Ensuite, on va transmettre les délibérations à la préfecture, certaines en tout cas délibérations, et il y a des recueils, des actes administratifs, registres de délibération, des règles un peu compliquées. Après, il y a un procès verbal de séance. Alors, le procès verbal de séance, il y a des juges administratifs qui nous ont dit que ça n'avait aucune valeur juridique et que quand un élu voulait qu'on ajoute des trucs, eh ben, ils n'ont rien à dire. Et il y a 2 jugements de tribunal administratif qui disent que si, un élu a le droit de demander qu'on ajoute des mentions quand ça le concerne. Bon, petit débat là-dessus. Il y a des domaines où il faut faire une pub spécifique sur les délibes qu'on a prises. C'est le cas des délégations de services publics et des interventions économiques. Et il y a des petites spécificités de délai de recours s'agissant des élus, ça s'appelle la connaissance acquise. Et ensuite, on va exécuter les délibérations. Abordons maintenant la séance d'installation, mais là, je le fais très très vite puisque la plupart d'entre vous, vous avez déjà passé cette phase. La séance d'installation, il y a un délai spécial de 3 jours de convocation, mais qui ne s'applique pas normalement aux intercos, sauf cette année au titre de la loi donc du 22 juin. On va convoquer de manière dématérialisée depuis la loi engagement et proximité d'une manière générale. Ce qui veut dire que dans toutes vos communes, il faut bien prévoir le recensement des adresses mail. Si c'est une plateforme de dématérialisation, il faudra comme qu'il y ait une petite push, un SMS, quelque chose, ça peut être une application, pour dire coucou, vous avez un document. Tout ceci est encore assoupli en ce moment, c'est période d'état d'urgence sanitaire. Je passe rapidement. Dites-moi si vous avez des questions sur l'absence d'élus lors de les séances et autres. Les listes des adjoints, on continue à élire les adjoints, adjoint par adjoint en dessous de 1000 habitants, sans parité. Et à partir de 1000 habitants, eh bien, la parité s'applique avec une vraie parité Shabada, c'est-à-dire que si j'ai madame la première adjointe, j'aurai monsieur le deuxième adjoint, puis madame la troisième adjointe, puis monsieur le quatrième adjoint, ou réciproquement. Si j'ai monsieur le premier adjoint, j'aurai madame la deuxième adjointe. En revanche, je continue à ne pas avoir d'obligation de parité entre l'identité sexuelle du maire ou de la maire et l'identité sexuelle de la première adjointe ou du premier adjoint au maire. Je peux avoir monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, madame la maire, madame la première adjointe. Mais si j'ai madame la première adjointe, j'aurai monsieur le deuxième adjoint. C'est bon? Ah, un mot à propos. On dit adjoint au maire ou maire adjoint? Jusqu'à 98, on devait dire adjoint au maire parce qu'il n'y avait aucun texte qui parlait de maire adjoint. Et puis maintenant, il y a un texte sur un truc du protocole qui a parlé d'adjoint au maire, de maire adjoint. Donc si vous dites maire adjoint, ce n'est pas incorrect. Voilà. Enfin, les 4/5 des textes du code disent adjoint au maire. Et puis vous connaissez comme moi l'immense différence, c'est qu'il y a ceux qui ont les glands en or et les autres les glands en argent sur leur écharpe. Bon, voilà. Argent égale adjoint. Là, je vous ai fait un magnifique petit tableau pour vous rappeler d'abord les charmes de la simplicité du droit et ensuite pour vous dire qui on peut désigner, selon qu'on ait l'ancien droit, le nouveau droit, pour siéger dans tel ou tel type de syndicat, selon qu'on ait une commune, une structure intercommunale, etc. Et le moment que vous attendez tous, le deuxième quiz. Est-ce que la parité s'applique à tout le monde, même les moins de 1000 habitants? Est-ce que la parité s'applique à partir de 1000 habitants avec une parité dite Shabada, un homme, une femme, ou l'inverse? Mais le maire est en dehors de tout ça. Ou est-ce que la parité s'applique à partir de 1000 habitants
avec une parité Shabada, y inclut l'identité sexuelle, le genre du maire. Bon, je crois qu'on s'arrête à 26 sur 40. Et c'est parfait. Donc, Téléphone. effectivement, c'est la réponse B. Bravo. Alors, ensuite, donc, les indemnités de fonction. Vous avez dans la loi du 22 juin la possibilité, vous avez plusieurs mois pour adopter les indemnités de fonction qui vont être rétroactives. Très bien. Mais vous avez ces articles-là nouveaux du Code, hein, qui viennent de la loi engagement proximité du 27 décembre, qui permettent d'avoir des règles de transparence en matière d'indemnité de fonction qui risquent de faire un petit peu tiquer. C'est-à-dire que chaque année, les communes doivent faire un état sur l'état des indemnités de fonction de l'ensemble des élus, y compris pour les mandats que l'on a au titre de société, de syndicats, etc. Pareil pour les départements, régions et interco. Donc il y a une transparence à tous les étages en matière d'indemnité de fonction dont il faut connaître l'existence. Vous allez ou vous avez composé vos commissions. Premier piège, attention, parce que si vous avez votre règlement intérieur antérieur, pour les communes de 3500 habitants en plus, vous aviez un règlement intérieur avant. Pour les communes de moins de 1000 habitants, vous n'aviez pas de règlement intérieur, vous continuez à ne pas en avoir l'obligation. Pour les communes entre 1000 et 3500 habitants, c'est une obligation nouvelle. Mais pour les 3500 et plus, souvent les commissions étaient dans les règlements intérieurs et votre ancien règlement intérieur continue à s'appliquer le temps que vous adoptez le futur. Donc n'allez pas faire des commissions autres que ce qui était dans votre règlement intérieur, sauf à changer le règlement intérieur d'abord. Deuxième chose, à partir de 1000 habitants, c'est la proportionnelle qu'on désigne ces commissions. Alors, vous imaginez la tentation. J'ai 19 élus. Si je fais une commission de finances avec 6 personnes, je sais que je vais avoir tel enquiquineur. Si je le fais avec 5 personnes, je n'aurai pas l'enquiquineur à la proportionnelle. Ah ben, je suis tenté de faire des petites commissions pour enlever celles des oppositions qui m'embêtent. Dans le cas de la commune de Martigues, le Conseil d'État a dit tu me prends pour un imbécile, j'ai vu ton truc, donc ça ne marche pas. Donc, faire des commissions, oui, à partir de 1000 habitants, à la proportionnelle, mais si on fait des commissions trop petites au point d'exclure exprès certaines composantes de la minorité ou des oppositions, ça va se voir et le juge au besoin le censurera. Et ajoutons que pour certaines commissions, comme la commission d'appel d'offres, CAO, la commission d'ouverture des plis, COP, pour les délégations de service public, ça marche pareil, il faut 2 délibérations, nous dit le juge. La plupart des communes oublient. Bon, en début de séance, on lit la charte et c'est le doyen d'âge qui la lit. Bon, sauf si le doyen d'âge est très âgé, ça passe vite. Et puis donc, le seuil de règlement intérieur est abaissé à 1000 habitants. Donc, encore une fois, le règlement intérieur avant, c'était 3500 habitants. Maintenant, c'est 1000 habitants. Par contre, en phase budgétaire, les gens confondent souvent les deux. En phase budgétaire, il faut un débat d'orientation budgétaire et un rapport d'orientation budgétaire dans les communes de 3500 habitants. Ça doit être prévu par le règlement intérieur, c'est pour ça que les gens confondent, mais ça, ce seuil-là, lui, reste bien de 3500 habitants. D'accord? Donc, j'ai 3500 habitants, j'ai un règlement intérieur et mon budget va passer par un débat d'orientation budgétaire, un rapport d'orientation budgétaire. J'ai moins de 1000 habitants, je m'en kikine pas de tous ces trucs-là. Entre 1000 et 3500 habitants, j'ai un RI, mais je n'ai pas de DOB, débat d'orientation budgétaire. C'est bon? Alors, il y a des règles à prévoir dans le règlement intérieur. Je vous mets les textes ici. L'idée, c'est faire des règlements intérieurs souples. Parfois, il y a des gens qui se font plaisir à faire des règlements intérieurs aussi énormes que les trucs du Parlement, alors que parfois, il faut faire des trucs un peu souples, parce qu'on est en vue municipale quand même. Bon.
Si c'est pour dire en séance, ah zut, on est obligé tel amendement de le passer en commission des finances parce qu'on l'a prévu, vous allez être très très malheureux alors que vous avez tel contrat ou tel machin à faire tout de suite. N'oubliez pas que parfois vous serez à la course pour récupérer telle subvention, être éligible à tel programme du département ou de l'État. Donc tout ce qui est lourdeur procédurale peut se retourner contre vous. Il y a plein de pièges dans les délibérations du conseil municipal vers le maire. Juste, Voilà. on avait une question sur le fil concernant le règlement intérieur. Du coup, Oui. je vous la pose. Oui. Est-ce que le règlement intérieur peut-il être modifié et dans quelle mesure? Voilà. Le règlement intérieur peut être modifié par délibération au fil du mandat quand vous voulez. Donc, par défaut, l'ancien règlement intérieur s'applique pendant les 6 mois de votre premier mandat, de ce mandat-ci, pendant que vous faites les premiers mois de votre mandat, ce qui est une règle nouvelle d'ailleurs. Et à tout moment, ce règlement intérieur, par délibération, peut être modifié. Mais pour que cette modification entre en vigueur, il faut adopter la délibération modifiant le règlement intérieur, et ça s'appliquera à compter de la séance suivante. Puisque, évidemment, la délibération ne sera applicable, modifiant le règlement intérieur, qu'après télétransmission à la préfecture et affichage. Et insertion au registre des délibérations. C'est bon? Alors, ensuite, il y a donc l'ordre de délibération que le conseil a adopté vers le maire. Je vois dans la moitié des communes, même les communes qui ont des très bons juristes, même les communes de grosses villes, vous voyez, je vois une délib sur 2 où il y a des bêtises. Dans cette fameuse article-là, L21, 22, 22, on dit le conseil municipal peut, dans les conditions qu'il fixe, donner telle compétence au maire. Dans les plafonds qu'il indique, donner au maire la compétence pour passer tel ou tel type de contrat de marché, de ligne de trésorerie, etc. Si dans la délib, vous avez repris dans les conditions fixées par le conseil municipal, au lieu de fixer vous-même les conditions, conseil municipal, vous reprenez la formulation en disant que le conseil municipal va le fixer, ben c'est comme si vous ne l'aviez pas fixé. Donc, par exemple, sur les recours contentieux, les emprunts, etc., c'est des erreurs, des illégalités en cascade qui sont très très drôles, sauf quand on est soi-même concerné. Alors, avant le troisième quiz, Karine, qui avait posé la question sur le règlement intérieur, demande au niveau du contenu, quel interdit SVP? Eh bien, dans le règlement intérieur, vous devez mettre tous les points que l'on a vus tout à l'heure, mais que j'ai passé trop vite. Les conditions de consultation des contrats, les règles sur les règles sur les questions orales, comment j'organise mon débat d'orientation budgétaire, mais ça, c'est seulement si j'ai 3500 habitants et plus, sauf si je veux en faire en dessous, j'ai le droit. Auquel cas, le débat d'orientation budgétaire doit être maximum 2 mois avant le budget. Comment j'organise des missions d'information, d'évaluation, ça, il n'y en a quasiment jamais, même dans les grosses communes. Plus important, les modalités d'expression des élus minoritaires au sein des bulletins d'information. Et ça, ce qui est interdit, c'est d'être trop strict, trop rigide. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il était illégal de prévoir que les questions orales devaient être déposées 3 jours avant. Il y a d'autres jurisprudences qui ont censuré le fait d'encadrer trop le droit d'amendement en séance. Ce genre de choses, voilà. Je peux y mettre les modalités d'enregistrement, mais ça sera illégal si je les restreins trop, le juge étant assez protecteur du droit qu'on aurait d'enregistrer les séances. Encore une fois, c'est un sujet qui est assez débattu. Voilà. Et ça donne lieu à plein de jurisprudences que j'ai essayé de résumer ici, en vous mettant les références jurisprudentielles en bas. Alors c'est vrai que je les ai faites sans mettre toujours le numéro de recueil, hein, mais bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est compliqué en 1h30 de parler du fonctionnement du conseil. Il faudrait bien plus de temps, mais voilà, sur un webinaire, on ne peut pas non plus rester 3 heures devant son écran. En tout cas, là, sur cette diapositive, donc, qui est à la page 55 de document, vous avez quand même beaucoup d'informations qui sont données, mais que j'ai laissées en petit, pensant qu'on n'aurait pas le temps de les aborder. Après, tous les 6 ans, l'AMF fait des modèles de règlement intérieur qui sont très bien. Voilà. Vous pouvez faire appel à votre avocat préféré là-dessus s'il est réellement spécialiste en droit public, mais sur un truc aussi simple que le règlement intérieur, c'est rarement utile. Voilà, allez, le petit quiz. Le petit dernier. Le petit dernier, puis après on accélère, ça sera la toute fin. On a légèrement dépassement horaire, désolé, c'est ma faute, j'étais plus bavard que d'habitude. Allez. J'ai mon conseil municipal. Ma commune fait 1100 habitants. Allez, on se projette dans une autre strate que peut-être la vôtre.
Première hypothèse, le conseil municipal aura 6 mois pour se doter d'un règlement intérieur, mais le débat d'orientation budgétaire est facultatif à 1100 habitants. Deuxième hypothèse, j'ai 6 mois pour me doter d'un règlement intérieur, et attention, en 2021, je devrais en plus prévoir le débat d'orientation budgétaire. Troisième hypothèse, qu'est-ce qui m'enquiquine? Dans mon cas, à 1100 habitants, je n'ai ni règlement intérieur, ni DOB. C'est une immense remontada de la réponse 1. Oui. Oui. Vos réponses sont totalement anonymes. Hein. Et puis, C'est vrai. J'ai oublié de le dire, peut-être que ça aurait incité certains à répondre. bon, vous l'avez tous compris, c'est la réponse A. Et ceux qui ont cliqué sur la réponse B, c'est juste parce qu'en fait, il y avait un petit piège. Mais c'est bien, il n'y a pas de déchéance, donc en dessous de 3500 habitants, pas de DOB, pas de ROB, pas de débat d'orientation budgétaire, pas de rapport d'orientation budgétaire. C'est à partir de 3500. Par contre, il y a bien à partir de 1000 habitants, et c'est nouveau, 2020 c'est la première fois, l'obligation d'un règlement intérieur. Ensuite, quelques éléments sur la loi du 22 juin. Il y a des adaptations pour le second tour, mais ça, c'était il y a 2 jours, on oublie. Il y a des adaptations pour le bureau de vote, des adaptations pour le contentieux. Il y a pour les syndicats mixtes fermés de votre département, vous avez jusqu'au 25 septembre pour les réunir et non pas l'application normale qui reconduit à la mi-août. Mais ils ont oublié les syndicats mixtes ouverts, c'est dommage. Les exécutifs, y compris de ces syndicats, ont jusqu'au 30 octobre pour gérer les affaires urgentes et courantes tant qu'on n'a pas renouvelé les organes. Les indemnités des conseils municipaux et communautaires, des indemnités de fonction seront fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif, ce qui est nouveau. Et pour la première séance d'installation, c'est 3 jours francs, ce qui est toujours le cas dans les communes pour la séance d'installation. Après, c'est 3 jours ou 5 jours, selon que la commune a 3500 habitants ou pas, vous en souvenez. Mais par contre, pour les intercos, Conseil d'État du 22 juillet 2015, ça devait être 5 jours francs si la communauté a au moins une commune dépassant 3500 habitants. D'accord? Eh bien, cet été 2020, ça sera quand même pour ces intercos 3 jours francs pour, je sais pas moi, allez, une communauté que j'aime bien, lui de Béarn ou d'autres, enfin voilà. Bon. Ensuite, tant que vous êtes cet été, jusqu'à fin août, vous pouvez vous réunir votre conseil municipal en tout lieu fixé par l'exécutif, ça doit être validé ensuite par une délib. Si pour des raisons sanitaires, vous voulez vous réunir par exemple à la salle des fêtes et pas à la mairie, si la mairie est trop petite. Alors, quel est l'état du droit sur ce point? Je l'ai survolé tout à l'heure, je vais le détailler maintenant parce que je sais que vous rêviez de passer l'après-midi entière sur ce sujet. Donc, jusqu'à cet été, on se réunit où on veut et c'est l'exécutif qui convoque, qui indique à quel endroit on va se réunir. Par voie dématérialisée par défaut. Une fois qu'on ne sera plus en état d'urgence sanitaire ou en post-état d'urgence sanitaire, on se réunit par défaut en mairie. Mais, il y a des règles différentes sur les communes nouvelles. 2, le conseil municipal peut toujours délibérer pour dire qu'on va se réunir à un autre endroit, mais à titre définitif, notamment si la mairie est trop petite, mal adaptée ou autre. Et enfin, en interco, c'est différent, il faut une délib, mais cette délib peut fixer une réunion où on veut, on peut se réunir en tout point de conseil communautaire, du territoire communautaire, mais faut-il que j'ai une délib qui le prévoit. Ensuite, jusqu'à fin août, je continue à avoir les règles de publicité des séances limitées. Je peux remplacer la publicité des séances. Quand on appelle publicité des séances, c'est le fait que le public peut venir. Je peux le remplacer toujours par de la visioconférence et de la rediffusion ou une vision restrictive de la présence du public.
Et je continue. Et j'ai quelques cas où j'ai des votes sans scrutin secret, et puis quelques autres ajustements. Voilà. J'ai fini ce que je voulais vous dire pour cette formation. On pourrait faire plein de choses bien plus détaillées. J'ai même écrit un bouquin évidemment bien plus détaillé sur ces questions-là, mais enfin, ce qu'on vient de voir là suffit. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, s'il n'y a plus de questions et que j'ai fini ma formation et que nous sommes tous ensemble, un petit mot peut-être de l'association des maires. Madame la directrice Oui, ou Monsieur le Président? oui, Inbar Zinc, bonjour. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. C'était une première pour l'association. Il y en a 4 autres qui vont suivre d'ici le 23 juillet. Vous avez déjà reçu les invitations. Donc, on espère que c'était un succès. Vous recevrez en suivant, suite à cette réunion, une petite évaluation par voie dématérialisée. Donc, on vous remercie d'avance de remplir les quelques questions pour qu'on puisse renouveler l'opération. Et dès le second semestre également, on proposera de nouvelles thématiques. Et pour l'année 2020, à ce stade, c'est toujours gratuit pour l'ADM 64. Voilà. Et si vous voulez répondre et utiliser les petits boutons, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça clair, vous cliquez sur les petits boutons verts qui se trouvent sous la liste des participants. Le vert, c'est pour oui, et le rouge, c'est pour non. Voilà, donc voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc Maître Landau, on vous remercie beaucoup dans C'est le moi qui chat. vous remercie et puis je vous souhaite à tous un très très beau mandat et bon courage pour ce mandat qui commence donc dans des conditions un peu particulières. Si c'est votre premier mandat, vous verrez, c'est quand tout le monde vous dit que c'est passionnant, que c'est en plein enquiquinement, mais que c'est passionnant, vous verrez, c'est vrai. Bon courage, merci, au revoir. Merci. Petite information, Imbar ne vous l'a peut-être pas dit, je ne crois pas d'ailleurs. Cette visioconférence était enregistrée, donc vous pourrez lui demander le lien pour la revoir si vous le souhaitez. Et le support, bien entendu, vous sera également adressé par Imbar dans les prochains jours, je pense, je ne sais pas. Dès que tu me l'envoies, on diffusera en Et suivant dans l'après-midi. alors, on Merci se Nathalie. dit à demain, c'est demain la suivante? Oui, fonctionnement du conseil communautaire, demain à 14 heures. Ok, et ben alors on se dit à demain. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir à tous.